Bonjour à tous. Pour prolonger notre dossier sur la planète Mars et les possibilités d'y trouver des traces de vie, eh bien aujourd'hui dans cette émission, nous allons nous intéresser au voyage vers la planète rouge et à sa colonisation. Pourquoi y envoyer des hommes? Dans quel intérêt? Comment y parvenir? Car si l'homme a déjà mis les pieds sur la Lune, il faut quand même rappeler que Mars est au moins 140 fois plus éloigné. Générique. Alors, pour partir à l'exploration de Mars, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous sur le plateau d'abord un astrophysicien. François Forget, vous êtes planétologue au CNRS. Une première question, vous pouvez nous situer Mars assez rapidement? Je disais tout à l'heure que c'était 140 fois plus éloigné, au moins, que la Lune. Ça signifie que la distance Terre-Mars varie? Oui, alors donc Mars est une fois et demie plus éloigné du Soleil que la Terre. Et donc effectivement, les orbites sont pas toujours, elles se suivent pas bien sûr, c'est différent. Et sinon, Mars, donc c'est une petite planète, la moitié de la taille de la Terre, sur laquelle il y a une fine atmosphère. Mais à part ça, ça ressemble pas mal à la Terre, une petite Terre désertique et froide, parce qu'elle est plus loin du Soleil. Mais il y a beaucoup de points communs. Par exemple, la durée du jour est de 24 heures. 40 minutes, presque comme sur Terre. Et puis les saisons se ressemblent beaucoup parce que voilà, la manière dont la planète tourne, elle est inclinée, un peu comme la Terre. Et donc les saisons, il y a l'hiver, l'été, tout est assez analogue en fait. Avec nous, on a aussi un spécialiste de la vie extraterrestre, je veux dire comme ça, Michel Viseau, vous êtes responsable de l'exobiologie, tout le service d'exobiologie au CNES, au Centre national d'études spatiales. Alors je sais que ma question, elle appelle peut-être une émission tout entière, mais en résumé, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui en résumé de la vie sur Mars? De la vie martienne, oui. Rien. De la vie sur Mars... Je ne parle pas des petits hommes verts. Hein. Non. Alors, de la vie sur Mars, ce que l'on en sait, c'est que les conditions ont pu régner à un moment donné pour que la planète soit, on appelle ça habitable, je dirais, qu'elle puisse recevoir ou autoriser le développement d'une forme de vie à un moment ou à un autre. Il y avait de l'eau liquide, puisqu'il y a des traces. Elle a duré relativement longtemps. Elle a altéré des roches, elle a modifié des roches qui étaient sur place, et donc elle a extrait des sels minéraux. Et avec ce qui a pu se synthétiser dans l'atmosphère ou ce qui a pu être apporté par les micrométéorites, elle a eu un enrichissement à un moment donné en matière organique, bien qu'actuellement on n'en ait trouvé pratiquement pas. D'accord. Donc, à un moment donné, il y a eu des possibles. Très bien. Bon, on va y revenir un petit peu plus en détail dans l'émission. Et puis avec nous, nous avons aussi Mohamed Iran-Manej, bonjour. Et vous, vous êtes un candidat au voyage vers Mars. Hein. On peut dire que vous rentrez d'ailleurs tout juste d'un voyage sur Mars. Non, pas tout à fait, hein, presque. Vous êtes resté 2 semaines dans l'Utah, ça se trouve dans l'ouest des États-Unis, où vous avez fait une mission de simulation de vie sur Mars avec 5 autres étudiants français d'ailleurs de Toulouse, de Supaéro. Ça va, vous respirez mieux ici ou vous sentez comment? Ça s'est bien passé? Ça va, donc même si c'était que 2 semaines, c'est vrai que je suis content de retrouver l'air frais et la nourriture fraîche. C'était une simulation, donc surtout au niveau des opérations et de comment on pourrait y vivre. Bien sûr, on restait sur Terre, donc il y avait quand même de l'oxygène si jamais il y avait une panne dans le scaphandre cette fois-ci. Mais vous avez passé tout ce temps-là dans le scaphandre. C'est ça. D'accord, très bien, vous allez tout nous raconter. Anaïs, on a aussi des questions du public et des internautes. Et oui Fred, les internautes ont posé leurs questions sur notre site internet l'espritsorcier.org ainsi que sur Facebook et sur Twitter, #EspritSorcier. Et pour commencer, on a déjà une question d'un internaute, Charles, qui demande quel est l'intérêt d'aller vivre là-bas, et Inuata qui demande pourquoi des gens autres que des scientifiques iraient vivre là-bas. Quel pourrait être l'intérêt d'aller vivre là-bas? L'homme? Pourquoi? En tout cas, il y a un intérêt à y aller une première fois pour le découvrir, pour pousser un peu les frontières d'exploration comme ce que l'homme a toujours fait. Et donc, il ne faudrait pas s'arrêter juste à la Lune parce que c'était sympa. Donc, l'intérêt, c'est avant tout de notre curiosité et continuer à explorer au moins les planètes de notre propre système solaire. On sait qu'il y a beaucoup plus de choses autour et beaucoup plus loin, mais ce qui est accessible, même si très difficilement, il ne faudrait pas nous freiner nous-mêmes. D'accord, c'est peut-être un grand rêve. On va y revenir. Racontez-nous un petit peu votre mission dans le détail. Comment ça s'est passé alors? Toute la journée, vous étiez en scaphandre, vous viviez où? Ça se passait comment?
Oui, c'est ça. Donc en fait, là, la mission s'est passée pendant 2 semaines dans une base de recherche qui s'appelle la Mars Desert Research Station dans l'Utah. C'est un cylindre de 8 mètres de diamètre sur 2 étages. Et on était donc 6 personnes invitées là-dedans pendant 2 semaines. Bien sûr, on essaie de simuler les conditions de vie. On ne va pas pouvoir simuler la différence de gravité qu'il y a sur Mars ou le manque d'oxygène ou l'atmosphère. Mais on va pouvoir simuler, par exemple, le confinement ou l'isolement par rapport à le reste de la population. Et le but, c'est vraiment de voir si des idées d'expérience ou des tests de technologie peuvent bien fonctionner dans ces conditions-là et si ça peut mettre en évidence des problèmes qu'on aurait si jamais on envoie des hommes pour une vraie mission vers Mars. Est-ce qu'ils vont bien réagir dans ce genre de situation? Vous parliez d'isolement par exemple en termes de communication, parce que quand on est sur Mars, j'imagine qu'il faut un certain temps avant d'avoir une réponse de la Terre. Donc combien de temps, si vous aviez à communiquer virtuellement avec la Terre, combien de temps vous mettiez? Donc c'est vrai que si on était sur Mars, il faut compter environ, en fonction encore une fois de la position de Mars, donc vingtaine de minutes de délai. Là ici, si je vous pose une question, votre réponse arrive 20 minutes après. Exactement, donc il faut que l'équipage soit vraiment très autonome. Ce qu'on faisait ici, c'était on avait vraiment une fenêtre de communication, donc on ne communiquait pas tout le temps avec la base au sol, c'était juste pendant 2 heures pendant la journée, ce qui pourrait par exemple représenter le moment où, on va dire, la satellite de communication était en bonne position pour pouvoir transmettre notre message vers la Terre. Et donc pendant ces 2 heures-là, nous, on envoyait nos rapports et eux nous répondaient ou nous posaient des questions. C'est vrai qu'on essayait, on ne pouvait pas avoir ces discussions instantanées via chat ou la communication radio que les astronautes avaient sur la Lune, par exemple. La nourriture? Pour la nourriture, donc c'était pas très agréable, mais il fallait être très créatif. Les ingrédients qu'on avait à notre disposition, c'était de la nourriture déshydratée. Donc du coup, ça prenait beaucoup plus de temps à mettre dans l'eau pour que ça devienne comestible et qu'on puisse après ensuite le cuisiner. Et alors, vous viviez ou vous dormiez dans ce cylindre et dans la journée, vous sortiez dans ce désert de l'Utah? C'est ça, exactement. Donc, on va faire quoi? En scaphandre, là? On va se mettre en scaphandre donc, pour, encore une fois, simuler les conditions purement pratiques, donc du fait qu'on va avoir un poids supplémentaire sur nous lorsqu'on va faire ces sorties-là, qu'on va avoir des gants et donc on a notre maniabilité qui est fortement réduite par rapport à si on était tout simplement sur Terre. Et donc on va faire ces sorties-là en scaphandre pour tester différentes technologies ou différentes expériences. Par exemple, on avait avec nous quelque chose un petit robot de plateforme de reconnaissance de parois qui permettait, une fois qu'on est en scaphandre, d'observer et d'avoir des données préliminaires sur une paroi qui est dangereuse et pas facilement accessible pour l'humain avant de décider si on veut y aller ou pas. Mais alors tout ça c'est organisé par la Mars Society, c'est ça? C'est un organisme c'est ça, donc privé, la Mars, c'est privé, oui. D'accord. C'est privé et leur but principal c'est justement de faire un peu pression sur les organisations pour qu'ils mettent de l'argent et des budgets pour l'exploration humaine de Mars. Et puis ils font beaucoup d'autres de projets pour justement encourager l'opinion publique pour être pour en fait, l'exploration de Mars. Et pourquoi vous avez été sélectionné, comment? Donc ils se basent surtout, la sélection au départ est basée sur les membres de l'équipage. Ils veulent s'assurer que c'est des gens qui sont capables de vivre en fait dans ce genre de conditions. Donc ça veut dire que le manque de confort ou l'isolement, ça va pas poser de problème. C'est des gens qui peuvent. En même temps, ça dure que 15 jours. Hein. Non, c'est vrai. Donc c'est pour ça que c'est pas vraiment. Donc on est pire sur un bateau. Hein. Ouais, probablement ou un sous-marin. Ouais. Donc on n'est pas vraiment des astronautes. Donc on va pas passer le même système de sélection ou de préparation qu'il faut, mais ils s'assurent du minimum. C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'en sortir 15 jours entre nous-mêmes. C'est une finalité réellement scientifique ou c'est plus un jeu de rôle? C'est pas un jeu de rôle, mais c'est vrai que en 2 semaines, on peut pas faire vraiment des études scientifiques longue durée. Mais ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de se rendre compte de ce qui peut être des sujets de recherche scientifique et après les transmettre pour qu'on puisse regarder plus longuement la situation. Ce qu'on peut faire, c'est d'essayer ponctuellement une technologie. Par exemple, on avait essayé des lunettes de réalité augmentée pour voir si, une fois qu'on est sur Mars, par exemple, on n'a pas les mains libres, on ne va pas pouvoir utiliser facilement un carnet. Donc, est-ce que ce n'est pas plus facile de lire des procédures sur un écran des lunettes de réalité augmentée? Donc, c'est ce genre de test qu'on peut faire et essayer de publier après sur notre site ou sur leur site et que d'autres personnes peuvent utiliser pour continuer la recherche, bien sûr. D'accord. François Forget, Michel Viseau, qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'expérience? Ce n'est pas la seule d'ailleurs, il y en a d'autres qui se font. Oui, il y a toute une tradition maintenant de faire des expériences comme ça. Certaines ont été lancées par la Mars Society, en France on appelle ça l'association Planète Mars, qui regroupe des passionnés en fait. Passionnés qui des fois ont un haut niveau de technicité, il y a des vrais experts. Et puis il y a eu certaines expériences de ce type-là qui ont été faites de manière finalement assez
techniques, scientifiques, notamment par l'agence spatiale russe, en collaboration avec l'agence spatiale européenne. Et notamment, il y a 1 ou 2 ans, une expérience qui s'appelait Mars 500, donc 500 jours dans des conditions assez réalistes. Alors évidemment, ce qui manque toujours dans ces conditions entre guillemets réalistes, c'est le risque. C'est-à-dire que lorsqu'on part avec des gens, on s'entend toujours bien, même si des fois on se lasse un peu, etc. Quand il arrive un danger de mort, il faut prendre une décision, c'est là où les gens qui ne sont pas d'accord vont vraiment pas être d'accord, ils vont se disputer. C'est le danger. On peut le sortir. C'est le danger qui crée les dissensions. C'est facile, tout le monde se dit, oh, bah, moi je peux aller avec 6 potes, m'enfermer même 6 mois, je l'ai déjà fait. Enfin, mais quand il y a une situation de danger de mort et qu'il y a une espèce de démocratie, que les gens ne sont pas d'accord, si quelqu'un est convaincu que la décision du responsable va les mener à la mort, c'est là où il y a des vraies disputes. Et ça, c'est impossible à reproduire. Vous avez été en plus candidat spationaute, donc peut-être que vous êtes déjà imaginé partir en milieu confiné, etc. Oui, j'ai été sélectionné, j'ai fait un petit peu d'entraînement en Russie, aux sorties extravéhiculaires. C'est marrant parce que par exemple, le problème des scaphandres, c'est que, et sur Mars ça sera la même chose, on est gonflé. C'est-à-dire que c'est comme si on était à l'intérieur d'un ballon de foot. J'ai jamais été à l'intérieur d'un ballon de foot. Moi, j'étais à l'intérieur d'un scaphandre en simulation. Et donc, quand on veut prendre quelque chose, il faut combattre la rigidité. Quand un tube qui est rempli d'air, il est rigide. On fait des ballons, des machins comme ça, etc. Donc, quand on veut plier les mains, on est obligé en permanence de faire des efforts et c'est extrêmement épuisant. Et c'est pour ça qu'une sortie extravéhiculaire et une sortie gonflée dans l'atmosphère martienne, où vous êtes au-dessus de l'atmosphère ambiante, eh bien, c'est un effort permanent. Et pour réduire cet effort, vous réduisez la quantité d'air qu'il y a dans le scaphandre, ce qui fait que vous avez moins d'oxygène, et donc vous êtes moins susceptible de faire des efforts. Donc c'est toujours une balance permanente, et normalement, alors bon, je ne sais pas s'ils le faisaient dans les simulations, mais on doit, non pas contrôler, parce qu'on n'arrive pas à le contrôler, mais au moins surveiller ses battements cardiaques, c'est-à-dire adapter son effort à ses capacités pour ne jamais être en VO2 max, c'est-à-dire être au-delà de la fatigue supportable. Enfin, ça, c'est autre chose. Ceci étant, ce genre d'expérience... Bon, elle a un intérêt, relations publiques, populariser des idées sur l'exploration martienne, etc. Ça, c'est certain. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, je dirais que c'est un premier niveau d'évaluation d'un certain nombre de technologies, de choses innovantes, marrantes qu'on prend dans le grand public ou éventuellement qui sont en R&T, que la NASA peut prêter ou que d'autres organisations peuvent prêter. Donc c'est vraiment un premier niveau. C'est intéressant. Voilà, c'est pas vraiment de la science, c'est pas vraiment de la technologie, mais c'est intéressant parce que justement, c'est des gens qui ont des cultures différentes qui viennent tester des instruments qui pourraient devenir communs. Maintenant, je voudrais qu'on fasse le voyage pour partir là-bas. Alors, bon, on l'a rappelé tout à l'heure, hein, la distance entre la Terre et Mars varie entre 55 millions, 400 millions à peu près de kilomètres, c'est ça? À peu près, bien. À peu près. Et ça veut dire qu'il faut partir au bon moment. Alors ça y est, si on veut partir, il faut partir au bon moment. Voilà, tous les 26 mois, Mars passe au plus près de la Terre. Alors, il se rattrape comme ça. Et donc, quand on veut aller sur Mars, il faut lancer une fusée un petit peu avant ce moment-là, la prochaine, ce qu'on appelle l'opposition, quand les deux planètes sont plus proches, c'est au mois de mai 2016. Donc on lance un petit peu avant, c'est-à-dire cette année on a lancé au mois de mars 2016, et puis la fusée va faire une trajectoire comme ça, elle va se mettre en orbite autour du Soleil, et puis rejoindre Mars pour arriver par exemple cette année au mois d'octobre 2016. Donc on met 6 mois, 8 mois, 5 mois selon les années, et donc ça prend quand même tout ce temps-là, avec une bonne grosse fusée. Alors justement, vous en parliez, quel genre de vaisseau par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, ce qui a permis d'aller même sur la Lune, etc. Qu'est-ce qu'il faut? Sur un voyage de plusieurs mois, on ne peut pas mettre des gens en permanence en scaphandre, assis sur un fauteuil, donc on est obligé d'avoir un espace de vie. Donc on va s'orienter forcément vers des bidons, genre bidons de la station spatiale. Pas forcément tous assemblés, mais au moins un ou deux l'un derrière l'autre pour arriver. Et il faut voir que ce n'est pas la fusée qui va vers Mars, c'est l'engin que lance la fusée qui va aller vers Mars. La fusée, elle dure 10, 15, 20 minutes, éventuellement 3 heures s'il y a des étages, mais après la fusée, elle est finie. Et c'est une trajectoire purement balistique, avec quelques petites orientations. Ce n'est pas une fusée qui pousse en permanence. Alors c'est important de le savoir parce que justement il y a un débat avec la société, la Mars Society, parce que la Mars Society dit qu'il faut prendre de la propulsion électrique et donc on va accélérer pendant 6 mois un très petit truc pour aller plus vite. D'accord, mais il faut avoir l'autonomie quand même. Et bien là, c'est des panneaux solaires des panneaux solaires reçoivent l'électricité, reçoivent de la lumière, ils transforment cette lumière en électricité. Cette électricité est faite pour accélérer énormément un gaz très lourd, mais en très petite quantité, et qui donne comme ça une accélération permanente. Et donc là, on y va direct. Et là, on y va un peu plus directement et un peu plus vite. On peut diviser par 2 ou par 3 la durée. Ça, c'est la théorie de la Mars Society.
C'est une Enfin, des propositions. une des propositions, c'est ça. Le moteur n'existe pas encore, etc. Ouais. Mais bon, c'est une des D'accord. propositions. Après, il y a des gens qui ont écrit sur effectivement du nucléaire, mais du vrai nucléaire. Et donc, ils veulent avoir une centrale nucléaire avec des principes de la fission contrôlée. Et là, honnêtement, on sort du réalisme, quoi, parce que voilà, on voit mal comment ça pourrait se faire. Mais avec la première technique dont vous parliez, donc avec Ben, comment on les conduit jusqu'à Mars? Ah ben, c'est une trajectoire balistique. Généralement, donc voilà, je jette un caillou et le caillou, car j'ai bien calculé, et on a des ingénieurs et des scientifiques qui calculent bien les trajectoires, il va arriver sur Mars. Alors, de temps en temps, il y a une petite correction à faire qui est parfaitement calculée aussi. En cours de route, on dit il faudra une petite impulsion. Et là, ça va me mettre exactement sur Mars. Les Américains, avec Curiosity, ont réussi à faire une entrée à 1 kilomètre près dans l'atmosphère martienne. Donc ça veut dire qu'avec ces calculs-là, ils ont une extrême précision. Franchement, on saurait le faire. Moi, il faut pour que les hommes aient quand même la place de vivre, etc., il faudrait une plus grosse fusée. Oui. Mais technologiquement, il n'y a rien qui arrête. La petite difficulté pour ce voyage entre la Terre et Mars, c'est plus peut-être au niveau de la santé des astronautes. Ah, je voulais y venir. Ouais, parce que Ouais. quand on est loin de la Terre comme ça, on n'est pas protégé notamment par le champ magnétique de la Terre. Alors pourquoi c'est important d'être protégé par le champ magnétique de la Terre? Parce que le Soleil et puis aussi l'environnement cosmique, on appelle ça, envoie tout le temps des rayonnements un petit peu, qu'on va dire énergétiques, qui sont un peu dangereux pour la santé. Ils peuvent parfois, quand il y a une grosse éruption solaire, et si vous êtes en route entre Mars et la Terre, au milieu de nulle part, vous pouvez recevoir les particules émises du Soleil qui vont peut-être vous brûler carrément, ou alors à long terme vous déclencher des cancers. Donc ce genre de problème-là. Alors on a des idées pour se protéger. On pourrait mettre des boucliers remplis d'eau, par exemple. L'eau protège bien de ces rayonnements. Elle passe ces particules, elle passe à travers. Elle passe à travers n'importe quoi. Finalement, ce qui les arrête le mieux, pour beaucoup d'entre elles, surtout pour les petites, les protons, etc., c'est en fait de l'eau. On imagine bien que dans un vaisseau en route vers Mars, les réservoirs d'eau rempliront les murs, comme ça, pour bien protéger les astronautes. Mais ça n'arrête pas tout. Donc il y a quand même un danger qu'on essaie de mesurer, évaluer, qui est à prendre en compte. Et puis l'autre problème, si on prend quelque chose qui ressemble à la Station spatiale internationale, eh bien, on le sait tous, on l'a déjà vu, quand des astronautes restent par exemple jusqu'à 1 an sur la Station spatiale internationale, quand ils reviennent sur Terre, ils ne sont pas en forme. Parce que 1 an en apesanteur... Ils essayent de s'entretenir pourtant en faisant du sport. Ils font plein de sport, etc. Mais bon, Michel en parlera peut-être mieux que moi. Voilà, les os commencent à s'affaiblir, la musculature est plus faible, et puis il y a plein d'effets sur les yeux, etc., qui font que ils risquent d'arriver sur Mars pas en super forme. Alors on pourrait imaginer une solution en créant une gravité artificielle, en faisant tourner les vaisseaux autour d'un câble, un truc comme ça. Mais bon, c'est voilà Mettre plutôt des la sortes de difficulté. centrifugeuses à l'intérieur, Voilà, par exactement, exemple, ouais. D'accord. Ah, une question. Oui, on a reçu une question sur Internet, donc sur Facebook de KN, qui demande « Y a-t-il à notre connaissance d'autres planètes ou astres davantage susceptibles d'accueillir la vie humaine que Mars? Et pourquoi les scientifiques privilégieraient-ils davantage Mars qu'une autre planète ?» Michel. Alors, pour accueillir la vie humaine, c'est-à-dire que des hommes viennent habillés en scaphandre, honnêtement, dans notre système solaire, il n'y a que Mars. Mercure, non. Vénus, trop chaud, acide sulfurique, non. La Terre, pas mal, mais on y est déjà. Mars, c'est sec, c'est froid, il n'y a pas trop de radiation, mais bon, on peut y aller. Au-delà, on est dans les géantes gazeuses, avec des satellites glacés, mais autour des géantes gazeuses, il y a des radiations extrêmement importantes, ce sont des piles atomiques en elles-mêmes. Et puis c'est très loin, c'est très froid, il n'y a pas d'énergie. Donc honnêtement, le seul endroit où on peut encore espérer peut-être qu'un être humain pose le pied, c'est Mars. François Forget, vous êtes d'accord? Il n'y a pas un petit coin dans le... Alors, si on fait une hiérarchie, le grand avantage de Mars, et alors il y avait la Lune qui était encore mieux, c'est la proximité quand même. Le voyage est plus court. Et puis Vénus est quelque part aussi proche, mais il faut savoir que sur Vénus, il fait 450 degrés à la surface. Même n'importe quel robot grille au bout de quelques minutes, donc c'est quand même très difficile. Alors si on voulait faire une hiérarchie, il faudrait se dire, bon, parce que même Mars c'est pas mal, mais il faut quand même un scaphandre. Pourquoi il faut un scaphandre? Parce que la pression de l'air est tellement faible que vous savez que le point d'ébullition des liquides dépend de la pression. C'est pour ça qu'on utilise les cocottes minutes ou qu'il faut faire cuire les pâtes plus longtemps au sport d'hiver, vous voyez l'idée. Donc quand on est très haut en montagne, l'eau bout plus facilement. Ou alors si vous faites du parachutisme, comme vous vous souvenez de Félix Baumgartner là, qui sautait, ouais. Alors il était monté tellement haut que la pression était tellement faible qu'il fallait un scaphandre, parce que si on n'a pas de scaphandre, eh ben, à cette pression-là,
la salive qui est à 30 degrés, le sang à 37 degrés a tendance à bouillir. Alors, il faut un scaphandre, sinon votre salive bout, vos organes vont commencer à gonfler, à se déformer, vous allez mourir, quoi. Donc, il faut un scaphandre. C'est dommage. Alors, il y a un autre exemple quand même, c'est un satellite de Saturne qui s'appelle Titan, sur lequel il y a une atmosphère d'azote qui fait la pression là-bas est 1,5 fois la pression sur Terre. Donc, ouais, c'est très loin, et puis c'est froid, il fait moins 100 à la surface, donc il faut une très très grosse doudoune, donc finalement, hop, l'un dans l'autre, on revient sur Mars. Dommage, il faut un scaphandre. Oui, alors on a bien compris que l'atmosphère martienne n'est quand même pas toujours très accueillante et les internautes se sont posé pas mal de questions à ce sujet. Et entre autres, Alexandre et Aurélien qui ont demandé « Peut-on utiliser un processus de terraformation pour modifier l'atmosphère de la planète rouge ? Et qu'est-ce qui pourrait modifier sa composition pour permettre le développement de la vie ?» Terraformation, hein, on va redéfinir ça. Oui, bon, vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, c'est pas confortable, hein, l'atmosphère de Mars, on a le sang qui bout, la salive aussi, et puis en plus de ça, c'est irrespirable. Donc, c'est quoi c'est de changer cette atmosphère, c'est ça le but? Oui, l'idée, c'est de... C'est de la science-fiction. C'est de la science-fiction, mais qui a été explorée assez sérieusement par certains collègues chercheurs, notamment un collègue américain de la NASA qui s'appelle Chris McKay. Et alors l'idée, c'est bien sûr de transformer l'atmosphère de la planète pour que, à terme, elle devienne propice à la vie humaine, avec de l'oxygène, etc. Alors ça se passe en 2 étapes. Première étape, il faut rendre l'atmosphère plus épaisse pour ne plus, vous vous souvenez, ne plus avoir utilisé de scaphandre, mais pouvoir se promener avec un gros pull et un masque à oxygène. Avoir la bonne pression. Voilà. Donc pour ça, il faudrait extraire des gaz des glaces, c'était le scénario historique, voire des roches, ce qui est quand même pas facile. Et la deuxième étape, ce serait, une fois qu'on a par exemple une atmosphère un peu plus épaisse avec du dioxyde de carbone, un peu d'azote, de mettre des espèces de plantes bien adaptées qui transformeraient tout ça jusqu'à, après des dizaines de milliers d'années, une atmosphère respirable. En réalité, après ces grandes hypothèses qu'on a fait dans les années 90, comme quoi on pouvait terraformer Mars, on s'est rendu compte, grâce à l'exploration récente, que les réserves de gaz qu'on pensait pouvoir trouver sous forme de glace, donc il aurait suffi de chauffer pour que ça se transforme en gaz, en fait elles ne sont pas là. Et actuellement, tout le monde pense que c'est en fait impossible parce qu'il n'y a pas le gaz pour faire l'atmosphère. De temps en temps, ça me met en colère. Moi, je dis Qu'est-ce qui vous met en colère? Cette histoire de terraformation, parce que derrière, il y a des idées sur lesquelles je suis totalement en désaccord. Mais on est au départ dans la science-fiction, peut-être. La science-fiction, on a le droit d'en faire. Hein, c'est même un devoir, imaginer, aller plus loin, etc. Mais faire croire que c'est possible, et faire croire même que quand on aura pourri la Terre, on pourra aller vivre là-bas, là, pour moi, c'est criminel. Là, on sort de... Qui fait croire ça? Il y a plein de gens qui en parlent. Hein. Il y a des Mars One, par exemple, qui sont en train de dire ce genre de choses. On va coloniser Mars, on va s'installer là-bas, etc. Alors, je pense qu'il y a des raisons scientifiques pour lesquelles cette idée de terraformation est impossible. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait se chauffer en même temps le sol, parce que si j'évapore de l'eau au pôle nord, mais qu'il fait froid au pôle sud, la vapeur d'eau va se condenser au pôle sud. Il faudrait toujours réchauffer en même temps. Donc, je veux dire, on est dans un délire. Je parle pas on fait un calcul au bar en énergie, en thermie, en machin, etc. C'est vite fait. On arrête. Ça n'existe pas. Deuxièmement, au fur et à mesure. Vous ne leur avez jamais dit? Si, je l'ai dit. Ça a été même publié dans des journaux à grand public. Mais je veux dire, il y a des gens qui ne veulent pas entendre. Arrêtons. Donc là, je dis, ces histoires de terraformation, c'est quelque chose de très gentil, mais honnêtement, autant l'exploration a un sens, autant donc faire des outposts avec des hommes, etc., autant dire qu'on va s'installer là-bas pour transformer la planète et supplanter ce qui se passe sur Terre. On a un endroit où il y a tout, il n'y a aucune raison qu'on aille dans un endroit où il n'y a rien. Il faut que ces choses soient claires. Bon, et en tout cas, terraformation, pour le moment, pas possible. Une autre question, Anaïs? Ok, alors pas d'atmosphère, enfin en tout cas on va pas en reformer une, mais pour manger, comment on fait? Donc ça c'est une question de Jérémy qui demande si on peut faire de l'agriculture sur Mars. Ah. Je suis vétérinaire, je fais agriculture. Les animaux, hein. Vous allez nous faire un peu d'agriculture. Il y a deux choses différentes. Je pense qu'il est tout à fait envisageable d'avoir des serres. Donc, on peut faire de la culture sous forme hydroponique ou avec des serres, etc. Éventuellement extraire du sol quelques matières minérales pour aider à... Parce qu'il faut des matières minérales, il ne faut pas simplement de l'eau pour les plantes, il faut des matières minérales et puis des matières organiques et de la lumière. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible.
Faire de l'agriculture en plein champ, en scaphandre, et puis des plantes qui ne sont pas en scaphandre, non, ça c'est pas Il n'y a possible. pas les ingrédients pour ça. Il n'y a pas la pression. L'eau, elle va à l'eau qui boue. Il ne peut pas y avoir d'eau liquide à la surface de Mars. Donc voilà, tant qu'il n'y aura pas il ne peut pas y avoir d'eau liquide à la surface de Mars. Si on est en plein champ, il ne peut pas y avoir de l'eau dans des feuilles, il ne peut pas y avoir des plantes Donc succulentes. forcément, il faut une serre C'est pressurisée. forcément dans une serre fermée, pressurisée. Donc on ne peut pas faire dépendre entièrement la vie des astronautes des cultures qu'ils vont faire. Donc ça ne peut être considéré que comme un complément. Et s'il y a des équipages qui se succèdent sur Mars, ils vont avoir des réserves, ils ont obligatoirement 1 an de réserve, parce que s'ils ratent il faut quand même qu'ils puissent manger, même s'ils ratent une opportunité. La fusée tombe, tiens, tout bêtement, Oui. il faut quand même qu'ils puissent rester, donc ils auront au moins 1 an d'avance, enfin une mission d'avance. Et ceux qui vont cultiver, ça va être de l'économie pour les missions suivantes. Quand on faisait la simulation, donc là-bas, il y avait une serre à côté. Et il y a des expériences qui se font sur plusieurs équipages, donc qui vont durer quelques mois, où il y a une personne qui est responsable de cette serre-là. Et il y a de l'hydroponie, justement. Et on essaie de faire pousser que ce soit des patates ou d'autres plantes, où on teste justement pour voir lesquelles résistent mieux, même dans ces conditions, on va dire, climatiques de l'Utah, avec les nutriments qu'on va leur donner. Il y avait d'autres tests aussi où on essaye de mélanger une partie d'un substrat un peu semblable à ce qu'on trouverait sur Mars avec un mélange de nutriments et voir si on améliore un peu la terre qu'on va trouver sur Mars, qu'on peut quand même faire pousser quelque chose dessus ou pas. Alors une autre question de Jérémy sur Facebook, il nous demande pour quel but l'homme irait en quête de colonisation sur la planète rouge? Est-ce que ce serait pour des raisons économiques, scientifiques, démographiques ou de tourisme à grande échelle? Et quelles ressources Mars apporterait aux colons? Pour ce qui est des sondes et des robots, la motivation numéro 1 est scientifique. Et pourquoi Mars est particulièrement intéressante? On l'a un peu mentionné, elle ressemble beaucoup à la Terre, donc en étudiant, on apprend beaucoup sur notre propre planète. Et puis il y a peut-être eu de la vie, donc ça, c'est une motivation importante pour mener l'enquête entre guillemets sur la vie dans l'univers. Est-ce que la vie a démarré sur Mars? C'est très important. Pour ce qui concerne d'envoyer des hommes sur Mars, eh bien là, c'est tout à fait une autre histoire parce que ça coûte extrêmement cher. Donc on ne peut pas justifier ça simplement, de mon point de vue, par la science. Ouais. Pour la même somme d'argent. Mais si on reste sur le plan de la science, comme on a déjà des robots sur place, est-ce que le fait d'avoir, est-ce que vous, en tant que planétologue, vous obtiendriez, vous pensez, plus d'informations si des hommes allaient sur Mars qu'avec les outils qu'on a aujourd'hui? Absolument. Les hommes pourraient faire une recherche de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide que ce qu'on peut faire avec des robots. Un exemple, un des grands sujets de recherche sur Mars, c'est d'imaginer est-ce que la vie a pu survivre? Est-ce qu'il y a encore de la vie sur Mars? À la surface, on dit qu'il n'y a pas d'eau liquide, mais on pense qu'il pourrait y avoir des nappes d'eau liquide en profondeur. Donc il faudrait faire un forage qui irait jusqu'à par exemple 1000, 2000, 3000 mètres de profondeur. Faire ça avec des robots, franchement, de nos jours, c'est quasiment impossible. Des hommes pourraient le faire. Voilà un exemple parmi de très nombreux. Et puis il faut savoir que les robots sur Mars, ils sont magnifiques. Curiosity, Opportunity, si vous avez déjà vu. Mais au quotidien, à vivre, moi j'ai un petit peu pratiqué, j'ai des collègues qui font ça tous les jours avec Curiosity. On arrive à un caillou, on veut faire le tour comme ça pour juste regarder le caillou de l'autre côté, on met 3 jours. C'est terrifiant. C'est quelque chose qu'on met, on met 25 secondes ou 10 secondes pour un humain. Donc c'est absolument incomparable. On va beaucoup, beaucoup plus vite et tout est beaucoup plus faisable par les humains. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus cher. C'est injustifiable scientifiquement. La première mission humaine, ça serait entre 50 et 100 milliards au moins de dollars. Encore un petit peu, on ne sait pas trop quoi en fait. En fait, on sait. Le problème, il y a plusieurs choses. La première mission, si on se met dans l'esprit de la NASA, des propositions de la NASA, c'est toujours une approche progressive comme ils l'ont fait pour la Lune. Ils envoient d'abord un engin automatique. Après, ils envoient un équipage qui fait le tour, etc. etc. Après, ils envoient avant... Alors, ce ne sera pas comme sur la Lune, ils enverront avant, parce que ça ne peut pas être lié, quelque chose pour remonter de Mars. Le système pour repartir de Mars doit être sur place et doit être opérationnel. Après, ils enverront les hommes, ils les mettront en orbite, ils vérifieront que les trucs sont encore opérationnels, ils les enverront dessus. Donc, je veux dire, la mission individuelle, je ne sais pas combien elle va coûter, mais ce programme-là, c'est 1000 milliards de dollars, c'est énorme. Donc, autant la Lune se justifiait dans une situation politique de guerre froide, et pas scientifiquement. D'accord. Et autant Mars, actuellement, Mars, scientifiquement, ça intéresse beaucoup de scientifiques, mais ce ne sera pas la seule raison. Ça ne peut pas être la seule raison de mobiliser des sommes pareilles.
D'autant plus qu'on ne voit pas actuellement en quoi ça mènerait des technologies nouvelles. Il faut voir que le programme lunaire a apporté des technologies nouvelles au niveau de l'industrie, au niveau de la conception, grand nombre de conceptions. Mais Mars, les technologies qu'on utilise, c'est des technologies de maintenant, et on ne voit pas quelle technologie nouvelle pourrait vraiment venir du travail qu'on va faire pour aller jusque-là. Ouais. Malgré tout, j'ai dit que ce n'était pas justifiable scientifiquement. Ça ne veut pas dire que personnellement je suis contre. Alors il y a un vrai débat dans la communauté des ingénieurs, des chercheurs. Certains de mes collègues sont vraiment contre même l'exploration de l'homme dans l'espace. Ils pensent que c'est un gâchis. Moi personnellement je ne le pense pas. D'accord, scientifiquement c'est trop cher pour ce que ça... Mais malgré tout, il y a aussi quand même un intérêt de l'humanité, des contribuables, c'est bien des impôts qu'on utilise pour aller vers Mars, qui sont d'accord, un grand nombre de gens sont d'accord pour qu'une petite partie de leurs impôts, pas tant que ça finalement, c'est cher, mais contribuent à ce que certains d'entre nous, certains hommes, aillent faire cette exploration. Et donc là, la motivation, c'est l'exploration, c'est l'aventure humaine, partager quelque chose. Bon, voilà, moi je suis assez partisan de ça, mais surtout, oui, parce que c'est quand même toujours un des buts de l'homme, quand même, d'explorer. Je ne voudrais pas qu'on dise c'est pour les chercheurs, c'est pour l'aventure humaine. C'est pour l'aventure. Mohamed, quel est votre point de vue là-dessus? Moi, c'est vraiment cet intérêt-là aussi que je vois. C'est vrai que quand on a été sur la Lune, même si voilà, scientifiquement il n'y avait pas d'intérêt, que c'était politique, on a essayé de vendre ça une fois qu'ils sont revenus sur Terre pour dire voilà, les Américains ont été sur la Lune, les Américains ont été sur la Lune, alors que partout, tous les journaux disaient l'homme a marché sur la Lune, et c'était l'homme ou we did it, le nous qui a vraiment englobé toutes les cultures et toute la population. Et je crois qu'un projet comme ça qui peut avoir vraiment un effet unificateur sur plein de gens sur Terre, qui se mettent derrière un projet, même si peut-être que des robots auraient fait la même chose, mais en prenant juste simplement plus de temps, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant pour notre civilisation. Et l'autre point aussi qu'on entend, que ce n'est pas spécialement mon point de vue, mais des gens qui disent tout simplement, est-ce que notre espèce, on va le garder juste sur Terre? Nos photos de vacances, déjà, on le met sur une disque dur externe pour avoir gardé une copie. Est-ce que pour les hommes, on ne va pas garder une copie sur notre planète au cas où? Ah bon? Non, mais sérieusement, c'est ce que vous pensez? Il y a des gens comme Elon Musk qui veulent pousser vers rendre l'espèce humaine multiplanétaire. L'idée, c'est que de temps en temps, tous les 100, 200, 300 millions d'années, il peut y avoir un impact majeur avec une grosse astéroïde, oui, par exemple, et qui pourrait peut-être détruire l'humanité. Dans ce cas-là, ce serait trop bête que tout le monde meure sans qu'on ait fait une copie. L'autre idée qui effectivement scandalise Michel, qu'il évoquait tout à l'heure, c'est si nous-mêmes, nous détruisons l'humanité, etc. Alors ça, évidemment, se dire, c'est pas grave puisqu'on aura une copie sur Mars, je suis d'accord, c'est un scandale. Je pense que tout le monde est d'accord avec Michel pour ce point de vue-là. Mais c'est un peu foufou et on n'est pas pressé. Commençons d'abord, c'est pas de notre vivant, ça, c'est même pas pour tout de suite. Moi, je vais aller plus loin parce qu'il y a deux choses qui manquent. Le monde vivant n'existe sur Terre que parce qu'il y a une biodiversité. Cette biodiversité, on est tous interdépendants et l'évolution, on ne va pas revenir là-dessus, mais l'évolution fait qu'il y a des coévolutions et que la photographie qu'on voit de la biodiversité aujourd'hui, c'est le résultat des mutations dans l'ensemble des espèces qui ont existé sur Terre et qui continuent à exister pour celles qui sont actuelles en ce moment. Il n'y a qu'un seul vaisseau spatial pour cette biodiversité-là. C'est la Terre. Et on n'exportera pas la biodiversité terrestre sur Mars ou ailleurs, ou même dans un vaisseau ou dans une boîte à sardines qu'on enverrait vers une autre planète autour d'une autre étoile. Donc, à un moment donné, je veux dire, moi je suis pour le rêve, je suis dans une agence spatiale, je passe mon temps à chercher quelque chose qui n'existe peut-être pas, mais je crois que ça existe quand même, qui est de la vie extraterrestre, une forme de vie extraterrestre, d'accord. Mais on doit avoir une attitude scientifique et raisonnable. On a le droit d'avoir du rêve, de la poésie, et c'est un moteur, mais il ne faut pas confondre les deux. Donc encore une fois, il n'y a qu'un vaisseau spatial pour la biodiversité terrestre, c'est la Terre. Allez, une dernière question, Anaïs. Alors on a une autre question de Jean-Paul dans le public. Ah, d'accord. Oui, est-ce que ces idées de sauvegarde de l'espèce ne touchent pas les tabous actuels? Et est-ce que le public sera prêt à accepter effectivement qu'on exporte une partie de la population dans un espace de survie? On est tous d'accord que c'est absurde, on ne va pas faire ça dans le but de... Je pense qu'il y a pas trop de débat. L'idée de mettre des hommes sur Mars, c'est d'exploration. Et en aucun cas, on va gâcher la Terre en disant c'est pas grave, juste les élites vont survivre sur Mars. La Terre, Mars a beaucoup plus de chances, les futurs martiens, entre guillemets, je ne pense pas qu'il y en aura d'aussitôt, ont beaucoup plus de chances de mourir que les terriens. Hein. Donc je ne pense pas que ça se posera en ces termes-là. Mais enfin, ça fait toujours de la bonne science-fiction. Bon allez, pour conclure un petit tour de table, si on vous offrait un billet pour partir sur Mars
ou à la rigueur en orbite pour commencer autour de Mars. Vous y allez ou pas? Je suis bien conscient que c'est un risque, mais rien que déjà, même pas sur Mars, même aller en orbite autour de la Terre ou en orbite autour de la Lune, c'est quelque chose qui me ferait rêver et qui fait rêver beaucoup de gens. Donc là, si on m'offre en plus le billet et qu'on me dit que je vais... et il y a des chances que je m'en sors, oui, je dirais oui. Mais vous, de toute façon, vous faites ces études-là aussi dans ce but. C'est par là aussi qu'on peut devenir spationaute, non? Oui, en tout cas, le but, c'est de participer à cette exploration-là, que ce soit sous forme d'astronaute ou ingénieur ou dans les opérations pour aider l'équipage à y aller, à aller sur Mars. Mais c'est jamais quelque chose qui va être... je ne vais pas tout sacrifier pour ce but-là, parce qu'on sait que c'est quand même très rare. Bon, et vous, Michel, vous partiriez? Alors, je vais faire comme astronaute, oui, comme kamikaze, non. Parce qu'il y a une différence. L'astronaute est un élément d'une chaîne de travail, d'une chaîne de production qui a pour but de faire de l'exploration, de revenir, de rapporter des cailloux, des connaissances nouvelles et de montrer que l'humanité, donc surtout si c'est quelque chose de conjoint, a réussi à poser un pied sur Mars. Et j'espère que ce sera une empreinte féminine qui sera la première empreinte déposée sur cette planète. C'est pas gagné, mais c'est possible. Donc là, d'accord, y aller pour dire je l'ai fait, je suis mort, parce que je prends des risques, la réponse est non. Il y a toujours des pionniers au départ. Le premier homme qui va en orbite, il est quand même... Non, je viens de prendre des risques parce que je rentre dans une construction sociale qui a pour but, calculée, et qui a pour but de faire progresser l'ensemble des choses. Pas pour dire j'ai fait un exploit personnel. C'est pas la même chose. Voilà, donc astronaute, oui, kamikaze, non. François Forget, ça vous intéresserait pas d'aller voir d'un peu plus près les planètes? Vous partiriez? Bien sûr, personnellement, je suis devenu chercheur en fait en voulant devenir explorateur. J'ai fait beaucoup d'aventures diverses et évidemment l'aventure la plus somptueuse, l'exploration la plus somptueuse, ce serait effectivement d'aller sur Mars et je signe sans problème. Mais vous avez entendu Michel, vous êtes kamikaze ou spationaute? Je suis comme Michel, bien sûr, mais de toute façon, il n'y aura pas de kamikaze. Il y aura pas de kamikaze. Si on écoute, vous avez peut-être entendu parler d'un projet comme Mars One, télé-réalité, on envoie des gens pour un aller simple. C'est absurde, c'est totalement absurde, ça n'arrivera jamais, je tiens à le dire. Tout est faux dans cette histoire-là. Donc bien sûr que non, on ne va pas faire ça. Mais on a vu aussi, à l'occasion de ce projet Mars One, qui a fait un appel à candidature. Qui veut aller sur Mars? Qui veut aller sur Mars, quitte à ne pas revenir, etc. Il y a eu des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes qui ont candidaté. Et moi, je n'ai pas candidaté parce que je sais que ce n'est pas possible. Mais c'est vrai que l'exploration, c'est quand même un moteur. Il y a quand même une grande partie d'entre nous. Là, je parle aux spectateurs de l'Esprit Sorcier. Beaucoup d'entre nous, c'est ça, c'est une passion. On aime aller randonner, on aime faire vivre des aventures, et j'en fais partie, vraiment. Et bien sûr, aller se balader sur Mars, quoi de mieux. Ouais. Bon, eh bien, merci beaucoup pour votre participation, toutes vos réponses. Merci au public et merci à tous les internautes qui ont posé leurs questions. Je vous renvoie à notre dossier sur la planète Mars que vous trouvez sur l'espritsorcier.org. Et puis on vous dit à bientôt. Ciao.